qui est professeur émérite à l'Université de Rouen et qui a une longue expérience des personnes avec handicap et du suivi des personnes, de ces personnes-là. Et donc l'intitulé de votre communication, c'est Approche du handicap auprès d'une population étudiante. Parce que vous étiez, et vous allez vous présenter. Bien, bonjour à tous. Alors, je m'appelle Daniel Mélier, je suis professeur émérite à l'Université de Rouen-Normandie. J'ai assuré la charge de mission handicap pendant presque une dizaine d'années. Je viens de trouver un successeur, donc je suis en tuilage, comme on dit. Et puis, je m'intéresse depuis 2015, donc depuis la retraite en fait, je m'intéresse aux questions concernant l'inclusion scolaire, à la fois des élèves, des collégiens, des lycéens et des étudiants, aussi bien dans le monde universitaire, du travail, des loisirs ou scolaires. Voilà. Donc je remercie les organisateurs et je vous remercie de m'avoir invité. En écho à la présentation que nous a fait Valérie Cohen-Scali ce matin, on dirait que les étudiants en situation de handicap coche tous les items des épreuves de vie. Et ici, je vous ai mis deux exemples de ce que les journaux rapportent régulièrement, d'événements discriminants à l'égard des étudiants concernés. Alors, dans un cas, c'est un étudiant en fauteuil qui s'est vu refuser de s'inscrire à un concours d'entrée dans une école de journalisme. Bon, depuis, il est devenu journaliste. Et puis, deuxième exemple, plus récent, là, en octobre 2021, Libération avait fait un article en signalant la situation d'une étudiante qui ne parvenait pas à passer ses examens dans des conditions attendues du son handicap et qui était victime de ce qu'on peut pour le moins appeler des malveillances. Alors, ce que je voudrais aborder avec vous, ce que j'ai proposé, c'est de traiter cette question des étudiants en situation de handicap à l'université sous 3 points. D'abord, développer l'idée que, comme tous les étudiants, ceux en situation de handicap vivent des contextes inégalitaires, on l'a évoqué déjà dans l'après-midi, et dans des universités qui se présentent comme inclusives, mais qui le sont insuffisamment. Deuxièmement, malgré les mesures de compensation par des aménagements, de l'accompagnement, la participation à l'apprentissage du métier et au métier d'étudiant est limitée et d'une certaine manière, cela entretient le handicap. Et puis troisièmement, je m'appuierai sur 2 thèses qui ont été faites, une en 2019, l'autre en 2020, une à Bordeaux, l'autre à l'Université de Lorraine, et qui s'est intéressée au parcours d'étudiants. Et donc là, je resterai sur les étudiants en master ou doctorat qui racontent leur parcours étudiant et cela nous montre l'intérêt à prendre en compte à la fois l'accessibilité subjective telle qu'elle est perçue par l'étudiant et à la croiser avec l'accessibilité perçue par autrui pour définir les sentiments de justice, d'injustice ou des sentiments d'équité qu'ils peuvent vivre. Alors sur le premier point, comme tous les étudiants, eh bien les étudiants en situation de handicap sont dans un système inégalitaire, dans la mesure où on sait par les enquêtes PISA que l'école française accentue les inégalités, en particulier l'origine sociale joue fortement et induit une importante censure sociale pour le post-bac, que les collègues ont un peu évoqué tout à l'heure, plutôt des voies professionnelles. D'autre part, le système LMD a des attentes à la fois d'excellence et de rendement de la part d'étudiants. Donc excellence parce que selon les filières, pour passer en master, il faut avoir obtenu une licence avec une mention plus qu'honorable. Et puis, de toute façon, ce qui est attendu, c'est que la licence soit faite en 3 ans, le master en 2 ans, et puis la thèse encore en 3 ans. Et même s'il y a des compensations prévues, c'est toujours un peu délicat de faire entendre à des jurys que les situations des étudiants ralentis sont prioritaires. Alors cette attente d'excellence induit un tropisme de la part des familles en particulier pour les contournements. Beaucoup d'étudiants passent par les IUT, font des DUT avant de rejoindre des licences. Alors c'est le cas en droit avec des DUT carrière sociale, c'est le cas en sciences, etc. Mais il y a des détours qui sont impossibles. Par exemple,
On ne peut pas faire un DUT pour entrer en médecine. Et à ce moment-là, je dirais que l'inégalité s'affiche autrement, puisque en ce qui concerne la ville où je suis, à Rouen, on a un campus privé qui propose des cours privés pour préparer les concours de fin d'année à 3 300 € l'année, ce qui augmente singulièrement le prix d'inscription à l'université. Alors devant cette situation d'excellence, de rendement, on peut se demander ce qu'il en est des questions peut-être anciennes, mais du moratoire adolescent qui existe encore dans certains pays où après le bac on va faire le tour du monde, de la réorientation, est-ce qu'elle est jugée positivement quand on présente son dossier pour entrer en master, et puis des projets en construction relativement aux projets déjà bien établis, professionnels ou intellectuels, etc. Alors, au-delà des situations de handicap, on sait aussi qu'il y a des étudiants qui ont des besoins particuliers. Alors, la crise du Covid a mis en évidence la situation des étudiants précaires. Il y a longtemps qu'il y a des épiceries solidaires sur les campus. On sait aussi qu'il y a des étudiants internationaux qui viennent pas tous du Qatar et que parmi les étudiants africains en particulier, il y en a qui sont en situation économique difficile, avec souvent aussi des problématiques de santé pas faciles. Et puis, il a été identifié des besoins de santé dans certaines filières. Par exemple, une enquête qui avait été faite au départ à Angers a été généralisée, a donné lieu à un rapport du docteur Marat qui a été déposé auprès du ministère de la Santé concernant les étudiants en médecine, pour aller vite, qui présentent des risques de dépression et de stress beaucoup plus importants que dans d'autres filières, ce qui a conduit à mettre en place un certain nombre de pratiques d'entretien individuel, de massage, de sophrologie, enfin, etc. Chacune des universités a trouvé un peu des pratiques. Chez les étudiants en droit, dans la revue Village de la Justice, il rapporte qu'une enquête qu'ils avaient faite montrait qu'en 2020, indépendamment de la question du confinement lié au Covid, 79% des répondants estimaient avoir été au moins une fois en souffrance mentale au cours de leurs études. L'Observatoire de la vie étudiante, dans son numéro 43 de 2021, rend compte aussi d'une enquête sur la satisfaction générale des études, où le but premier, c'était de comparer entre 2016 et 2020 pour voir l'évolution, on va dire, de la situation. On laisse donc tomber la question du confinement. On imagine bien que ça a été plus difficile pour beaucoup des étudiants. Donc, entre 2016 et 2020, si on voit les choses positivement, on voit que la proportion de satisfaction d'étudiants très satisfaits monte légèrement. On a plus de 60% en 2020. Par contre, si on travaille d'une manière un petit peu plus pessimiste, on voit qu'on a toujours entre 30 et 40% des étudiants qui disent moyennement insatisfaits ou pas du tout satisfaits, chiffres qui correspondent tout à fait aux résultats qui sont donnés dans l'enseignement primaire relativement aux parents des enfants en situation de handicap. On a toujours aussi 30% environ des parents qui ne sont pas satisfaits du sort qui est réservé à leurs enfants. Alors, pour la question qui nous intéresse aujourd'hui, on sait, plusieurs études ont montré qu'il y avait un lien entre la satisfaction à l'égard de la vie menée et le sentiment de justice sociale. Donc, on pourrait dire qu'on peut estimer qu'il y a environ un tiers des étudiants, et vraisemblablement au moins un tiers de nos étudiants en situation de handicap, qui vont se trouver dans ces situations d'une insatisfaction à l'égard des études et d'un sentiment d'injustice sociale. Alors, deuxième point, c'est la participation sociale. Donc là, on va plus se centrer sur les étudiants avec des besoins particuliers, donc en particulier les étudiants en situation de handicap. Et comme je le disais en introduction, l'université se présente comme inclusive. Il faut savoir que, à l'heure actuelle, le secrétariat d'État au handicap, Madame Cluzel, défend résolument l'inclusion des enfants et des jeunes en situation de handicap, de la maternelle à l'université et puis à l'usine et au bureau. Et dans le même temps, le ministère de l'Éducation
va, lui, plus vers un milieu ordinaire spécialisé, c'est-à-dire qu'on a régulièrement des ouvertures d'unités localisées dans les écoles, dans les collèges, et puis aussi les associations et les syndicats, enfin tout le monde remarque que la formation des enseignants à l'inclusion ou aux pratiques inclusives, en tout cas, n'est pas développée autant qu'on pourrait l'attendre. Cela dit, on peut reconnaître et on doit reconnaître des efforts pro-inclusifs de l'université. Donc, on ne dira pas que l'université est inclusive, mais qu'elle est pro-inclusive. Et cela dit, mais on note qu'elle met surtout en œuvre une politique intégrative et qu'elle se réfère essentiellement à une approche biomédicale. Pour développer cette idée, je m'appuie ici sur un article qu'avait publié Jean-Jacques Detraux, un collègue de Liège trop tôt disparu, et qui s'appuyait sur une grille qui avait été proposée en 2002. Et vous voyez donc deux colonnes, quand on est plutôt dans une logique intégrative ou plutôt dans une logique inclusive, mais en ce qui concerne l'université, on est plutôt dans une logique intégrative parce qu'on est plus centré sur la personne déficiente que sur le système pédagogique, universitaire, social, etc. On est sur des bilans par spécialiste, puisqu'il est demandé clairement le bilan orthophonique, le diagnostic du CRA, etc. Et puis, on est aussi sur une approche diagnostic-prescription, d'abord parce qu'il y a la nécessité que le médecin donne son avis avant que puissent être pensés des aménagements d'examen, mais aussi parce que la charte université handicap de 2012, dont on reparlera un petit peu après, eh bien prévoit différentes typologies, quand l'étudiant est plutôt malvoyant, malentendant, etc. Ce qu'on peut prévoir et jusqu'à combien d'argent on peut dépenser, grosso modo, en particulier pour les étudiants malentendants. Donc on est dans une logique intégrative qui est centrée sur une approche diagnostique, à défaut d'arriver à clairement examiner les facteurs qui font obstacle à l'activité de l'étudiant et puis de savoir, de pouvoir résoudre des problèmes en collaboration entre les différents acteurs. Alors, je disais aussi les attentes sont limitantes. Alors, vous savez que dans les approches du handicap, les approches sociales du handicap, on fait la balance entre ce qui est de l'obstacle et qui est de la facilitation. Bien, on a des attentes centrées sur la personne et en termes d'autodétermination, de persévérance, d'autoprotection, de courage, de motivation, etc. Donc, un certain nombre d'attentes propres à la personne qui sont plutôt limitantes, en particulier quand ça va pas. Alors que si on se mettait du côté de la facilitation, eh bien, on serait beaucoup plus attentif au type de relation qu'il y a avec les enseignants en général, les équipes enseignantes. Il y a aussi les tuteurs, etc. Quel type d'intégration, quelle qualité d'intégration dans les activités académiques, mais aussi dans les activités sociales. Être étudiant, c'est pas seulement être dans un amphi. Quelles sont les représentations et approches du handicap par les acteurs, quelqu'un l'évoquait tout à l'heure, et puis le type d'organisation des services et des dispositifs qui accompagnent ces étudiants en situation de handicap. Alors, j'ai repris une phrase ici d'Ebersol qui disait « Le défaut d'accessibilité à tout pour tous empêche l'inclusion ». Et en 2008, Serge Ebersold remarquait que l'université affichait une définition trop restrictive de l'accessibilité. Et on peut dire qu'aujourd'hui, même s'il y a eu des évolutions, on est encore très centré sur le bâti, sur les chaînes de déplacement, et puis à l'heure actuelle, on essaye au maximum de s'équiper de techniques pour venir en aide aux étudiants, en particulier les techniques numériques, des choses tout à fait bien qui sont en train de se mettre en place. Mais on peut dire qu'il y a eu une amélioration nette. Aujourd'hui, en 2022, si on regarde sur les 10 dernières années, bon, d'abord la charte 2012, charte université handicap, qui prévoit les moyens techniques et humains pour l'égalité des chances en général et aux examens en particulier, est de mieux en mieux appliquée, de plus en plus finement appliquée. D'autre part, l'association Apache, qui est une association des personnels d'accompagnement du handicap dans l'enseignement supérieur,
fonctionne depuis 2014, si je me souviens bien, et elle regroupe les services, les personnels d'accompagnement des différentes universités, à la fois pour partager des réflexions, et puis aussi de temps en temps sur des situations. On a un chat disponible et on peut, une fois aux questions, et on peut avoir des idées qui sont données par les collègues sur la manière dont ils ont résolu certaines situations. On a aussi des évolutions qui sont liées au fait qu'il y a une vision qui s'amorce de l'aptitude des établissements d'enseignement supérieur à s'adapter. Donc, dans l'exposé précédent, on a évoqué le projet Aspi Friendly qui est né en 2018 et qui concerne les étudiants avec autisme, qui est un projet assez complet, c'est-à-dire à la fois il y a l'accompagnement de l'étudiant, mais aussi il y a de la formation pour les personnels, et puis il y a tout un ensemble d'activités qui sont mises à disposition pour ces étudiants Asperger. D'autres universités, il y a beaucoup d'innovations dans ce domaine, mettent en place des actions culturelles, des actions sociales qui sont destinées aux étudiants en situation de handicap, mais dans beaucoup de situations qui pensent à être ouvertes à tous, c'est-à-dire à faciliter la socialisation, on peut dire ce mot pour des jeunes adultes, la socialisation de l'étudiant en situation de handicap dans le groupe général des étudiants habituels. Alors cette restriction de participation, j'en donne 3 exemples ici. C'est le mauvais lecteur, souvent l'étudiant avec dyslexie, qui va venir en TD sans connaître le texte prévu, tout simplement parce que le texte est illisible pour un étudiant dyslexique, même bien compensé. Le prof a envoyé une image du texte, donc il est strictement impossible de reformater le texte pour le lire plus facilement. C'est aussi extrêmement difficile de le faire passer par une synthèse vocale, donc c'est très difficile à lire. L'étudiant ne le lit pas et l'étudiant ne va pas participer. Il va se mettre dans l'eau de ceux qui n'ont pas lu, mais les autres ne l'ont pas lu pour des raisons qui sont indépendantes du texte. Deuxième exemple, c'est l'étudiant qui suit mal les règles de cognition sociale. Donc on pense évidemment aux étudiants avec TSA, mais pas seulement, qui connaissent pas bien les règles pour intégrer une table au resto, pour intégrer une table à la bibliothèque, et leur participation à la vie étudiante, là ici le travail universitaire s'en trouve forcément limité. Et puis troisième exemple, c'est l'étudiant qui se cantonne ou se trouve cantonné aux activités avec ses pairs, c'est-à-dire les activités entre autistes ou les activités entre sourds. Je prends 2 exemples assez connus, mais il y en a d'autres. Et une participation limitée aux activités de la promo de la filière. Alors ici, je reprends une phrase de Cordier en 2018 qui paraphrase une phrase bien connue en disant on ne naît pas étudiant, on le devient. Et en effet, plusieurs travaux indiquent qu'il y a une incidence de l'héritage familial, de l'héritage scolaire, de l'appartenance sociale, et puis dans le cas particulier ici du vécu d'élèves en situation de handicap, sur les processus d'acculturation et d'affiliation qui sont mobilisés pour apprendre le métier d'étudiant. Processus d'acculturation, c'est l'appropriation des codes. C'est un héritage immatériel des manières de voir, de sentir, de parler, de s'habiller, de pas arriver pile à l'heure, etc. Et puis tout ce qui est plus du côté de l'affiliation, c'est le sens accordé par l'étudiant à son parcours relativement aussi à tout ce qui est présenté dans le cadre universitaire ou dans les cours. On parle des chercheurs qui ont publié des très beaux livres, des étudiants qui ont bien réussi, etc. Donc, c'est pas toujours évident de comprendre quels sont ces codes souterrains au monde universitaire. L'université est pour tous, mais on parle toujours essentiellement de ceux qui sont en haut du podium. Alors, relativement à cette question-là, on est tout à fait dans la ligne de ce qui était évoqué tout à l'heure par Isabelle Soiré et sa collègue. On a tout à fait ici une indication pour mettre en place des focus group lors des
ou à l'occasion des journées campus ouverts ou des journées portes ouvertes. Bon, je dirais aussi des focus group qui intègrent des étudiants qui ne sont pas en situation de handicap, pour être dans la clôture dont je parlais précédemment. Et puis, il y a aussi à pousser les étudiants à suivre les séances de tutorat pour tous qui sont prévues dans le cadre des licences. Et puis, on peut aussi travailler avec des pairs aidants, ce qui se fait assez souvent à l'heure actuelle. Alors, dernier point, ce qu'en disent maintenant des étudiants, et on va aborder la notion d'accessibilité subjective. Alors je prends ici deux exemples locaux, mais il y en a d'autres dans les thèses que j'ai lues sur ce qu'on va appeler l'orientation subie. Donc ben voilà, premier étudiant, il me dit j'ai demandé une seconde générale, mais on m'a mis en pro à cause de ma dyslexie. J'ai fait horticulture, en fait c'est le bac production agricole. C'était bien, mais moi je voulais faire de l'histoire. J'ai choisi la fac. Donc il a eu son bac. J'ai choisi la fac et là je fais un doctorat en archéologie médiévale. Je suis souvent dehors pour des relevés et des fouilles, mais aussi pas mal de temps en bibliothèque. Donc ce doctorant, en fait, il adapte autant que faire se peut les textes pour pouvoir les lire facilement. Et quand il a vraiment des travaux de recherche en bibliothèque, on dirait où il y a plus de la fouille documentaire à faire, eh bien il y a un tuteur qui vient l'aider, il y a un vacataire en fait qui vient travailler avec lui pour aller plus vite, aller à retrouver les documents qui sont pertinents relativement à son thème de recherche. Deuxième exemple, les profs m'ont dit que c'est impossible de réussir à l'université dans mon cas. Alors j'ai fait l'IUT, puis la licence, donc passer d'IUT à la licence, elle est en master chimie et maintenant elle voudrait faire un doctorat. Donc autour de ces questions-là, on voit que l'accessibilité aux études, c'est quelque chose qui est une construction subjective où la situation passée va être réorganisée mentalement. Alors, oui. Vous êtes près de 5 minutes, voilà. D'accord, c'est bien, j'arrive aux dernières diapos, pas de souci. Donc ici, j'ai extrait un tableau de la thèse d'Anaëlle Milon. Donc c'est une thèse qui a été soutenue à Nancy, oui, enfin, à l'université de Lorraine, et elle a développé l'idée qu'il y avait intérêt à croiser donc l'accessibilité telle qu'elle est éprouvée ici par l'étudiant et l'accessibilité telle qu'elle va être perçue par autrui étant les autres étudiants, les enseignants, le personnel administratif, le personnel universitaire, etc. Donc on va avoir deux cas de figure où l'accessibilité éprouvée et enfin l'activité vécue est considérée comme accessible par l'étudiant ou inaccessible, et puis là aussi l'accessibilité perçue par autrui peut être perçue comme accessible ou comme inaccessible. Alors quand les deux perceptions sont cohérentes, convergentes. Donc j'ai mis un petit soleil pour montrer que le monde est vécu partagé subjectivement. Donc on est dans des situations, donc tout le monde s'entend sur le fait que c'est accessible. Donc c'est vécu comme une situation d'équité, c'est une situation de participation sociale. Et en fait, pour cette activité-là, on a une levée des obstacles avec une élimination des situations de handicap si on se réfère à l'approche sociale. Idem pour le cas où c'est convergent, mais cette fois-ci et l'étudiant et autrui sont d'accord pour considérer que ce n'est à l'heure actuelle pas accessible. Donc ici, on se met d'accord sur le fait qu'il y a nécessité de changement, de transformation, et qu'il faut trouver des moyens de réduire les obstacles et les barrières pour rendre éventuellement la situation plus accessible. Ce qui est plus délicat, c'est les deux autres situations qui sont préjudiciables, dommageables. Alors, premier cas, l'étudiant considère que l'activité est accessible alors que autrui la considère comme inaccessible. Donc l'étudiant se trouve dans la situation où il doit prouver que l'apprentissage est effectif et il doit forcer, on pourrait dire, autrui à reconnaître ses compétences, ses capacités dans le domaine. Et tant que reste
cette contradiction, eh bien, il vit cette activité plutôt avec un sentiment d'injustice. Et puis l'autre cas ici, c'est l'étudiant, lui, vit la situation comme inaccessible, alors que l'accessibilité est perçue comme accessible par autrui. Donc, ça, c'est ce qu'on trouve assez régulièrement quand on étudie des situations d'étudiants où les différents moyens techniques et de compensation ont été mis en œuvre, mais malgré cela, l'étudiant n'y arrive pas. Alors, ce qui va se passer dans ce cadre-là, c'est qu'en fait, autrui va plutôt dire que l'étudiant manque de vouloir apprendre, donc on revient sur la question tout à l'heure de son autodétermination, son travail, sa responsabilité, etc. Alors que lui, l'étudiant, va dire qu'il est empêché d'apprendre, c'est son pouvoir apprendre qui est entravé. Et au total, cette situation, elle va se poser en termes de mérite et de responsabilité individuelle. Et là encore, on se trouve dans une situation où l'étudiant vit cette activité comme avec un sentiment d'injustice. Alors, pour terminer, je dirais que on peut souhaiter avoir des situations handy-friendly. Alors, dans l'université, on a évolué dans la situation, c'est-à-dire qu'on était parti sur l'égalité un peu stricte avant 2005. L'égalité, elle était chacun doit avoir exactement les mêmes conditions, et on est passé assez facilement quand même à l'idée d'une équité, expliquant qu'il faut donner plus à ceux qui ont plus besoin pour passer l'obstacle. L'idée, ça serait d'arriver maintenant à ce qui est la libération de l'affaire, c'est-à-dire faire tomber les obstacles pour que tout le monde puisse directement accéder à la situation. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à répondre aux différentes questions. Oui, Isabelle, je crois que souhaite prendre la parole. Isabelle, tu peux intervenir. Oui, alors c'est moins pour une question, mais pour un petit témoignage en disant que finalement, moi, c'est justement en faisant cette recherche avec Catherine, en tant qu'enseignant à l'université, que j'ai pu apprendre des choses de la bouche des étudiants en situation de handicap, comme ce qui a été souligné à l'instant, c'est-à-dire que on envoie des documents en PDF, c'est particulièrement pour certains d'entre eux. Il me semble qu'en nous faisant... Non, en PDF, on peut... ou c'est les scans qu'il faut éviter. Il ne faut pas scanner. Alors, ça a peut-être évolué, voilà. mais en tout cas... Parce que ça donne une image et on ne peut plus la découper. En PDF, c'est même conseillé. Parce que le PDF, oui, le PDF, ça va d'une certaine manière aider l'application. Parce que sinon, à chaque fois, vous avez mis un retour à la ligne où vous avez fait un espace, le logiciel de lecture va hésiter et ça va être très compliqué après à écouter pour la personne en synthèse vocale. Donc le PDF, c'est une très bonne indication, mais surtout pas de scan. Oui. Alors, moi, j'ai jamais fait parce qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de disciplines où ils envoient des tableaux, des figures, ou des tableaux au sens artistique, quelquefois. Et ça, c'est pas directement recomposable par les différents logiciels. Bon, enfin voilà, donc je voulais juste te dire qu'il me semble qu'effectivement, c'est les petites choses comme ça, et en plus avec la crise du Covid, on a été beaucoup amené à déposer peut-être encore plus qu'avant des documents. C'est pas forcément rappelé, alors que des petites flash infos, il me semble, pourraient être régulièrement mises à disposition. Alors je suis pas dans les mails, sur les télés, enfin puisqu'on a des télés d'information dans les halls, etc. Pour juste rappeler ces petites choses toutes bêtes et qui finalement n'arrivent pas toujours jusque nous. Alors on peut aller chercher l'info, évidemment, mais voilà, je voulais juste faire ce petit témoignage-là. Et du coup aujourd'hui, j'apprends qu'il faut que je mette le point. Éviter les scans. Voilà. Et mais aussi le point pour le étudiante. Voilà. Donc du coup, oui, ça passe pas. Non, ça passe pas non plus. Voilà. Oui. Mais ce que je voulais dire, c'est dans le cadre de l'association Apache, il y a beaucoup d'échanges qui se font entre les universités, et pour passer des compensations administratives, on pourrait dire, il y a des droits en fait aux étudiants. Alors après, c'est modulé évidemment en fonction de chacun des étudiants, mais en dehors de ce travail-là, ce qui se fait beaucoup dans les universités à l'heure actuelle, c'est de former
à la fois les personnels de secrétariat, et puis les enseignants, possible. Il y a déjà beaucoup de choses à faire en tant qu'enseignant, mais leur mettre à disposition des modules de formation leur permettant à soit de connaître toutes ces petites techniques simples qui ne gênent pas l'accessibilité, soit de mieux les préparer parce que, comme on l'évoquait tout à l'heure, il y a des étudiants qui sont des étudiants autistes qui arrivent dans des amphis qui peuvent avoir des manières particulières de se conduire ou qui prennent pas du tout de notes ou qui prennent des notes d'une manière bizarre, enfin, etc. Donc, dans le cadre d'Aspi Friendly, il y a des petites captures vidéo qui peuvent être regardées en fonction des questions qu'on se pose comme enseignant et être éclairées sur ces situations. Alors maintenant, il y a plein de... Alors, je suis en train de chercher, je crois que c'était Sciences Po Paris qui avait développé ce système et on l'a mis en ligne sur la plupart des sites web des universités où il y a des petites vidéos de 5-6 minutes, pas plus, mais qui renseignent l'enseignant sur le minimum de choses à faire ou à ne pas faire, les bonnes pratiques donc, quand on est avec un étudiant malentendant, ou un étudiant malvoyant, ou un étudiant en fauteuil, ou etc., etc. Un étudiant dyslexique, dyspraxique. Enfin, il y a plein d'outils à disposition pour que l'environnement humain soit moins perdu vis-à-vis de ces situations-là. Merci Daniel. Il y a quelqu'un aussi qui nous dit est-ce que tous les vacataires pourraient être sensibilisés aussi à ces questions, mais j'imagine que ces supports sont aussi... C'est très compliqué. C'est très compliqué. Les vacataires réguliers, c'est pas très difficile. C'est pas très difficile. C'est de la communication interne aux établissements que chacun ait le lien pour pouvoir y aller. Mais je pense dans les facs de sciences ou dans les séries de TP, il peut y avoir 6 intervenants sur l'année. Parce que ce sont des ATER, ce sont des étudiants qui font leur thèse, qui donnent 2 TP, qui passent, etc. Et la multiplication des intervenants va à l'encontre de la distinction. Bon, je prends l'exemple de Rouen parce que c'est ce que je connais le mieux. Nous, on a réussi à introduire un petit module de formation au handicap au collège des écoles doctorales, donc les premières réunions qui sont quand ils lancent l'école doctorale auprès des étudiants en première année de doctorat, en fait, eh bien ils sont informés du minimum de choses concernant l'accessibilité des documents, etc. On part du principe que nombre d'entre eux voudront devenir des enseignants. Et dans le pire des cas, s'ils ne deviennent pas enseignants, ils iront en entreprise, ils seront un petit peu formés aussi à la question de l'accessibilité. Merci. Il y a fait aussi une réaction de Saïda Aitabed, de la CIO de La Réunion, qui nous dit on a quand même l'impression que l'accompagnement à l'université ou dans les grandes écoles est plus optimal que dans le secondaire et le primaire. Et puis, Philippe Durand, qui est aussi d'un CIO, qui nous parle de la distinction de genre LGBT+. Alors, je vais plutôt répondre à la première question. Sur la première, je ne sais pas si c'est plus optimal, mais c'est franchement différent et c'est difficile pour l'étudiant de passer du secondaire à l'université. Nous, ce qui nous questionne toujours, mais on comprend bien aussi ce qui se passe dans le secondaire, hein, mais ce qui nous questionne toujours, c'est l'étudiant qui arrive à l'université en nous expliquant qu'en seconde, première et terminale, il avait 35 heures par semaine, un assistant de vie scolaire, enfin on ne dit plus comme ça, mais enfin quelqu'un qui était quasiment avec lui en continu, pour prendre les notes, ranger les notes de cours, etc., etc. Quand on arrive à l'université, c'est pas possible. Ce genre de choses, c'est pas prévu du tout. Donc, il peut y avoir un certain nombre d'heures de tutorat, il peut y avoir, etc. Mais ça n'existe plus. Donc, c'est franchement différent, mais peut-être que ça explique aussi le fait que il y a un essai de la part des étudiants et de la part des familles. Je pense que la famille protège l'étudiant et on espère que le jeune donne son avis dans la question, mais de passer par les BTS, passer par les IUT, qui sont plus proches
dans leur organisation du système secondaire que du fonctionnement universitaire. Par contre, j'insiste sur le fait que l'accompagnement est bien meilleur dans l'université que dans les grandes écoles. Ça, faut le dire très très clairement. On a des réunions de temps en temps avec eux et ils font comme si leurs étudiants ayant passé un concours, ils sont tous au top, sans compter les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Alors sur l'autre question, non, je sais pas trop répondre. Je sais pas s'il y a quelque chose de singulier pour les différentes orientations. En tout cas, l'appréciation personnelle, c'est que, j'ai pas l'impression que LGBT rentre dans le groupe du handicap, donc voilà. Juste pour préciser les choses, là on peut rentrer dans le débat global, c'est-à-dire que les questions sur le chat peuvent bien sûr s'adresser à Daniel Mélier, mais aussi à nos autres conférenciers. Oui, tu as tout à fait raison, d'autant plus qu'il y avait quelques questions pour Régine qui étaient un peu restées en suspens. Une dernière qui vient d'arriver, qui fait les liens entre Daniel et Régine. De quelle manière permettre la connaissance du dispositif de recherche de Régine Mossimo auprès des étudiants, des étudiants et étudiantes TSA de l'Université de Rouen. Voilà, donc Régine, je te laisse répondre peut-être. Je vous entends pas. Faut ouvrir le micro, Régine. Faut mettre le micro, Régine. Micro. Oui, tout à fait. Je trouve ça très, très intéressant. Après, on pourrait se contacter. Oui, je pourrais donner mon adresse. Je suis très, très intéressée. Relativement à la question, enfin, c'était pas une question, c'était une proposition que Philippe faisait de vous dire pour recruter. Je pense qu'il faut passer par Aspi Friendly. Hein. Il y a 25 universités qui sont dans le programme. Ils travaillent à partir de la seconde, si je me souviens bien, seconde jusqu'au doctorat. Donc, ça doit être... bon, à 14 ans, ils sont encore plus jeunes, les autres, mais il doit y avoir des possibilités ici de recrutement aussi sur votre projet. Oui, il y avait aussi une question de Galant, Tésia. Pour Régine, l'accompagnement est-il centré uniquement sur les personnes ou sur les équipes? L'accompagnement donc est destiné donc aux personnes qui ont un TSA, mais il est aussi destiné aux professionnels qui vont mener l'accompagnement et aux familles et bien les personnes ressources. Puisque du coup, au sein du cadre, il y a des petits exercices via une approche 360 degrés, questionner les personnes qui connaissent la personne TSA, notamment vis-à-vis des compétences. Donc, il va être donné donc à la personne qui a un TSA, et aussi à la personne qui accompagne, et les familles ou les personnes ressources vont être amenées par la personne qui a un TSA à être sollicitées, puisqu'il y a des petits exercices, de façon à approfondir la connaissance de soi via des questionnements des personnes qui nous connaissent. Voilà, donc vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Ok, sinon je ne sais plus si on avait répondu à cette question. Est-ce que ces ateliers sont accessibles en distanciel? Pour l'instant, non, puisque c'était du présentiel. Mais alors, ce que je peux amener des exercices via le courriel, mais pour l'instant, j'étais partie sur du présentiel. La question, je me la suis posée au regard du coup de la disponibilité des personnes. Le fait d'être en présentiel tous les 15 jours, notamment c'est un samedi, peut être contraignant pour les personnes. Donc ça, il y a une adaptation à faire. Sur la durée, peut-être proposer les deux ou faire un mixte, mais je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui sera envisageable. Oui, en matière d'accessibilité. Sur la question de la prise de notes qui est évoquée, oui, tout à fait. Je crois que c'est une très bonne remarque, et là aussi, il y a plusieurs universités qui ont
qui se sont rendus compte que la situation était délicate pour l'étudiant. Qu'il y a un preneur de notes, c'est une chose, mais avoir in extenso le cours, ça demande encore tout le travail de tri à l'intérieur. Donc, bon, nous, on a essayé de mettre en place des formations à la prise de notes. C'est suivi avec plus ou moins de bonheur par les étudiants. Donc, il y a une formation pour les étudiants qui sont plutôt en sciences exactes et les autres qui sont plutôt en lettres et sciences humaines. Bon, cela dit que ça reste extrêmement difficile avec les étudiants TSA en particulier. Ils sortent du cours, s'ils ont écouté, ils vous le récitent par cœur, donc ils ne voient pas l'intérêt de prendre des notes en particulier. Et il y a un autre point qui est plus général et qui est levé par cette question-là. On s'est rendu compte que dans les moyens de compensation, par exemple, il y a c'est bien connu, le temps majoré, ce qu'on appelle aussi habituellement le tiers-temps, et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne savent pas se servir du tout du tiers-temps. Donc, il y a eu, là aussi, dans plusieurs universités, on l'a fait à Rouen, des temps de formation, alors tous les étudiants ne viennent pas, mais des temps de formation au tiers-temps. Et ça consiste tout simplement à leur dire, vous allez disposer de 20 minutes en plus. Ces 20 minutes en plus, vous en disposez parce que vous êtes fatigable, parce que vous faites des pauses, enfin, etc. Donc, vous pouvez entreposer des temps de pause entre deux, plutôt que de vous dire que vous avez 20 minutes de plus à travailler et vous êtes complètement épuisé à la fin. Quand on leur pose la question de quand on vous donne des travaux à faire à domicile, on vous dit faites-le en temps restreint pour être dans les mêmes créneaux que quand vous allez passer les examens. Habituez-vous à faire une disserte en 4 heures, votre problème de maths en 1 heure, enfin, etc., etc. Est-ce que vous utilisez votre temps majoré quand vous êtes à domicile? La réponse, c'est on a 5% des étudiants qui utilisent ce temps majoré. Donc, il faut apprendre à se servir de beaucoup des compensations parce que c'est peut-être là la critique qu'on pourrait faire à l'enseignement secondaire. On répond administrativement à un certain nombre de choses sans forcément se poser la question de la manière dont la personne va pouvoir se l'approprier. Oui, merci. C'était une question dans le chat privé que les internautes n'avaient pas. Voilà, mais donc c'était une question qui portait effectivement sur la prise de notes et sur les moyens de compensation. Merci d'avoir répondu, Daniel. Encore une petite question pour Régine. Quand tu fais référence, Régine, au questionnaire de Schwartz, on te demande de préciser lequel, parce qu'apparemment il aurait fait 2 outils. Il y a eu 2 traductions. D'accord. Ah oui, flûte. Oui, ça y est, vous m'entendez? Oui, on t'entend, Régine, merci. Je fais référence au questionnaire de Schwartz qui est en ligne, en accès libre. D'accord. Les valeurs par portrait. Voilà, parce que dans le chat, on nous met... Il aurait fait 2 outils. Voilà. Il y a eu 2 traductions. C'est lequel? Donc ça, c'était un détail. Je pense que de manière plus générale, si vous voulez avoir des informations plus précises sur le travail de thèse de Régine, vous pouvez vous connecter, enfin vous communiquer directement avec elle. Si Régine, vous avez sans doute son mail dans les documents qui seront en ligne. Voilà. Effectivement, Schwartz. Oui, je suis tout à fait d'accord. En langue française, et on a dans un livre de Monique Farr, on a un des exemplaires. Et puis il y a un livre sur les valeurs, je n'ai pas le nom en tête, qui une ancienne chercheuse où il y a plusieurs personnes. Voilà, donc pas d'autres questions pour l'instant dans le chat. Je ne sais pas ce que tu en penses, Philippe. On peut peut-être, on nous demande, il va falloir faire une petite synthèse de ce qui s'est dit sur notre atelier, sur notre symposium au moment du retour en plénière.